Bonjour et bienvenue au podcast L'Entre-deux-cours, MIS 101, avec Simon Poirier et David Barrière, deux étudiants du département de musique de l'UQAM. Puis aujourd'hui, pour notre premier épisode, on reçoit notre professeur, qu'on aime très beaucoup, on l'aime beaucoup, Vanessa Blais-Tremblay. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le premier podcast. C'est ça, c'est nouveau pour nous. On avait cette envie-là depuis un bout, depuis la session dernière, de créer ce podcast-là. Puis là, comme tu peux voir autour de nous, on a réussi à créer le moment, l'environnement et tout pour le faire. Donc, on est vraiment contents de te recevoir. Le but du podcast, comme on t'avait dit, c'est justement d'échanger avec les différentes personnes qui prennent place dans le département de musique de l'UQAM, puis d'échanger avec les étudiants. Les étudiants, c'est nous, mais c'est ça, on va... Ben, je pense que c'est vraiment de faire découvrir, au-delà de donner des cours dans une salle de cours, c'est quoi vraiment le rôle d'un professeur à l'université. Je pense que ça va beaucoup plus loin justement que juste faire des présentations, puis que vous avez une expertise puis des connaissances vraiment à partager avec nous, puis on pensait que ça allait être une belle plateforme là, pour pouvoir faire ça. Bien, moi, je suis hyper touchée que ça vous intéresse parce que, évidemment, cet emploi-là d'être professeur pour des étudiants et étudiantes, souvent, on s'imagine que c'est beaucoup dans le rapport à l'enseignement, mais c'est que le tiers, en fait, de notre tâche universitaire. Il y a beaucoup de temps qu'on passe à faire d'autres choses. Fait que merci de votre intérêt puis d'avoir envie de diffuser ça auprès de vos publics. Ben, ça fait plaisir. Puis ça nous passionne aussi parce qu'à chaque session, on rencontre de plus en plus de professeurs ou des chargés de cours dans nos cours. Puis justement, quand dans les premiers cours, vous vous présentez, vous nous expliquez un peu c'est quoi votre parcours, puis qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes devant nous en ce moment puis que vous nous enseignez ça? Puis justement, on est souvent impressionné. Pour ma part, en tout cas, je suis souvent impressionné. Je suis comme, OK, c'est pas n'importe qui. On a la chance d'avoir des personnes, justement, calées dans leur sujet ou qui sont juste vraiment, qui ont un parcours de vie qui est vraiment impressionnant. Et des fois aussi, on l'évacue pour le reste de la session. Ouais. On en parle au début dans le premier cours, puis après ça, on se concentre sur suivre le plan de cours, les évaluations, l'accompagnement et tout ça. Donc, c'est intéressant d'y revenir, justement. Ouais, vraiment. Fait qu'on va, justement, vu que tu es notre invité, on va se pencher sur toi. Puis, dans le fond, on va explorer un peu c'est quoi l'univers de Vanessa au travers l'enseignante. Oui, tu es enseignante, professeure chargée de cours, etc. Mais tu es aussi... Tu peux mettre l'accent sur le « etc. » aussi. « Etc. » il est comme en gras, vraiment fort. Tu es musicologue, ce qui est vraiment impressionnant pour moi. En tout cas, moi, j'ai une admiration totale pour les gens qui font de la recherche et tout. On a fait de la recherche pour le cours et bon, écoute, c'est difficile. C'est difficile, c'est rigoureux, il faut de la passion, il faut de l'intérêt, il faut une panoplie de concentration, une rigueur. Et ça a très bien été, en passant. Merci, c'est gentil. Mais il y a... nous, on se demandait justement, un musicologue, en quelques mots, là, c'est quoi? Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un qui s'intéresse à la recherche sur que ce soit la musique en tant qu'objet ou les pratiques qui entourent la musique. Fait que ça peut être un mélange. Il y a certains musicologues qui s'intéressent beaucoup à l'évolution de la stylistique, là, qui vont tracer l'évolution, par exemple, de l'écriture des nuances à travers les siècles. Puis il y en a d'autres qui, peut-être à un autre opposé du spectre, comme moi, s'intéressent vraiment plus à comment et pourquoi l'humain s'anime à travers la musique depuis quand, puis pourquoi la musique est importante pour la vie humaine. OK. Ben... En deux mots, là. Oui, c'est ça. En quelques mots, en effet. Puis là, justement, tu as eu un parcours, j'imagine. Tu as étudié en musique au cégep, j'imagine, peut-être même avant ça. Tu as commencé à jouer de ton instrument, c'est le violon. Si oui, exact. Oui, c'est ça. Le violon. Tu as commencé à jouer le violon à quel âge? Ben jeune, il y avait un super beau programme. D'ailleurs, vous êtes deux étudiants en enseignement de la musique, donc vous allez être les prochains à influencer là, la prochaine génération en tout cas, les programmes vraiment cool au sein desquels j'ai appris. C'était un programme, une concentration musique à l'école Alpha. C'est une école dans une banlieue montréalaise qui faisait en sorte que pour la moitié de la journée, on apprenait les matières habituelles à l'école. Puis tous les après-midi, on faisait du violon, on faisait de la flûte, on faisait du chant. J'ai tellement adoré ça. Il y avait de la musique à tous les jours, des concerts plusieurs fois par année. C'était vraiment un beau contexte pour apprendre la musique, pas juste le violon, mais plus largement la formation musicale.
J'ai continué dans ce genre de programme-là au secondaire aussi. Au cégep, j'avais pas fait mon choix encore. J'ai fait un peu comme David, un programme en sciences de la santé, en même temps qu'un DEC en musique. Donc, j'ai fait un double DEC au cégep. Puis, je suis juste tombée littéralement en amour avec cet univers-là de la musique au cégep. Puis même en déposant là, mes demandes d'admission à l'université, j'avais une pile d'admissions en médecine, en bio, plein d'affaires que j'aurais aimé faire. Puis j'ai tout mis ça dans la boîte de recyclage. J'ai fait une demande d'admission à McGill en musique avec une concentration histoire de la musique. Puis j'ai été chanceuse, j'ai été admise. Oui. Mais c'est vraiment ça que je voulais faire. Je savais que je pourrais pas vivre sans musique. Je pourrais faire d'autres choses puis être bien, mais peu importe ce que j'allais faire. Puis je suis quelqu'un d'intense, j'aime faire les choses bien. Je savais que j'allais m'investir à fond dans cet autre projet-là et donc j'aurais écarté la musique de mon parcours. Fait que au bac, j'ai fait ça. J'ai commencé une maîtrise rapidement en musicologie. Puis déjà à cette époque-là, j'étais très dans une perspective interdisciplinaire, très à cheval entre l'étude de la musique puis les études féministes, les études du genre, les études des femmes. Déjà au bac, j'allais chercher tous mes cours d'ouverture dans l'Institut d'études féministes à McGill, puis ça m'offrait une perspective vraiment intéressante justement sur ce que j'apprenais dans mes cours d'histoire de la musique. J'apprenais beaucoup de choses sur Beethoven, sur Mahler et tout. Puis là, je me questionnais, mais y avait-tu des femmes à cette époque-là? Puis si oui, où est-ce qu'elles composaient la musique? Donc, j'avais toujours cette espèce de rapport-là de me promener d'un département à un institut, dans le fond, puis de remettre en question les méthodes d'enseignement, les méthodes de recherche de l'un et de l'autre. Puis quand j'ai commencé ma maîtrise, on m'a offert de passer directement au doctorat. Coup de chance à ce moment-là. Puis j'ai décidé d'aller faire un an en Colombie-Britannique parce que, encore une fois, tu sais, c'est ces espèces de périodes dans ma vie où j'ai un choix à faire, je suis pas trop sûre. Je savais très bien que si je me lançais dans un doc en musicologie, j'allais écarter un peu mon parcours de violoniste. Puis j'avais une belle carrière à cette époque-là, beaucoup en pop. Je faisais du classique aussi, mais pop classique là, entre les deux. Puis j'étais allée faire un an, j'ai eu un contrat dans un orchestre symphonique là-bas comme chef de section des deuxièmes violons. J'ai eu tellement une belle année. C'était à Nanaimo. Je sais pas si vous connaissez l'île de Vancouver. Puis en tout cas, moi, ça me dit rien, Oui. Ça me dit quelque chose, c'est parfait. Il y a quelqu'un qui Non, mais c'était vraiment nice. C'est comme une île vraiment sur le bord de l'océan. Puis une grande île, évidemment, là, l'île de Vancouver. Mais j'habitais comme en haut d'une côte. Puis je descendais en bas faire mes répétitions d'orchestre symphonique. C'était malade. Mais il me manquait cette espèce de stimulation-là intellectuelle à moi que je savais que j'allais retrouver au doc. Puis fait que j'ai fait mon doc à McGill, j'ai fait 2 post-docs, encore une fois interdisciplinaires, à cheval entre les études féministes puis la musicologie. Et puis, t'as dit que j'étais chargée de cours tantôt. J'ai été chargée de cours à l'UQAM depuis 2019. Puis là, je suis officiellement prof depuis... exactement, depuis, prof. Cette année. Ben, c'est... OK. Non, mais, OK. J'étais pas au courant des post-docs en plus. Tu sais, j'avais regardé un peu ton parcours. Je savais pour les études féministes la juxtaposition de la sphère sociale, de la musique, ces choses-là. Fait que ça me surprend pas quand tu me dis que tu étais un peu déchiré à chaque fois pour faire tes choix. Mais les post-docs, ça, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Là. C'est 2 beaux projets de recherche que... C'est une étape normale quand on veut devenir prof maintenant. Après le doctorat, ça ressemble un peu à des stages, on pourrait dire. C'est une opportunité de garder un lien avec une institution, mais de développer vraiment son profil de recherche à soi. Puis j'ai fait un premier stage au CRILC, qui est le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec. Donc, vraiment, cet intérêt-là d'amener les connaissances que j'avais acquises à McGill, mais de me pencher sur l'histoire de la musique au Québec, c'est vraiment dans le cadre de ce stage-là que je l'ai fait. Puis, j'ai fait un autre début de postdoc à la faculté de communication de l'UQAM, puis au RECEF, qui est le Réseau québécois en études féministes. Encore une fois, pour rester en musicologie, mais développer mes habiletés en com, tout ce qui est diffusion, mobilisation des savoirs, qui me sert aujourd'hui vraiment beaucoup dans mes projets de recherche. Fait que c'est un passage obligé quand on veut devenir prof. Il y a une espèce de zone un peu tampon entre le doctorat puis l'obtention d'un poste, mais ouais, j'ai été bien chanceuse. Ben, c'est ça, j'imagine que c'est un domaine relativement contingenté là, pour avoir une place de professeur. Fait que c'est une certaine façon de se démarquer, j'imagine, d'aller faire un postdoc, d'aller chercher plus... Ben, c'est un peu comme dans d'autres disciplines, comme mettons en médecine, par exemple, on va aller chercher une spécialisation particulière après avoir fait son diplôme de médecine.
c'est une manière vraiment de développer son propre profil de recherche. Puis après ça, tu sais, dans le milieu universitaire, oui, il y a trop excellentes candidates pour le nombre de postes qui sont disponibles. Fait qu'après ça, c'est vraiment une question de quoi l'université a besoin, à la fois sur le plan de l'enseignement, mais aussi sur le plan de la recherche. Puis ce qui est vraiment cool à l'UQAM, c'est, j'ai parlé tantôt d'à quel point j'ai toujours été un peu à cheval entre deux disciplines. Bien, à l'UQAM, je pense pas que de meilleure université pour me permettre de rester à cheval, à la fois sur la musicologie et tout ce qui est études féministes, mais ça prend différentes formes là, dans mes projets de recherche actuels. C'est pas aussi simple que de m'intéresser à l'histoire des femmes dans la musique. C'est, de mon côté, de m'assurer que mes études, mes recherches en musicologie restent pertinente sur le plan social, sur le plan de la justice sociale. Puis je pose pas un jugement sur d'autres approches à la musicologie, mais moi, de m'assurer que les projets de recherche que je mène sont pertinents pour la société, qui vont aider à pousser tranquillement les gens qui s'y intéressent dans une direction que je pense qui est la bonne sur le plan de la justice sociale, c'est extrêmement important pour moi. Puis l'UQAM a tout ce qu'il faut, toutes les infrastructures en place, puis je pense le corps étudiant, le corps professoral pour soutenir ça. Oui, vraiment. Puis justement, dans les cours qu'on a eu la chance de t'avoir, on voyait vraiment l'angle que tu prenais dans certains contextes ou quand tu expliquais justement un certain concept, que ce soit en histoire du jazz ou en MIS, que justement que tu apportes justement le bagage que tu as justement dans ces études-là, tu apportes un angle qui est vraiment rafraîchissant. Moi, j'ai eu des cours de littérature musicale, mettons, au cégep, puis c'était vraiment... Non, mais ce que j'ai je sais pas comment dire. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est que justement, la mise en récit que tu fais, elle est différente de qu'est-ce qu'on a tous déjà entendu ou qu'on peut retrouver pas facilement, mais qui est relativement accessible pour n'importe qui veut juste s'intéresser à ça. Mais on dirait que c'est presque du savoir que sans t'avoir croisé comme professeur dans ces cours-là, cette information-là aurait eu de la difficulté à se rendre jusqu'à moi. Puis que là, que tu sois capable, cohorte en cohorte, de justement apporter ça à toute une nouvelle vague d'enseignants et de musiciens qui vont faire de la pratique artistique ou justement peut-être des personnes qui vont prendre le même chemin que toi, puis que tu vas pouvoir inspirer aussi dans leur domaine de recherche. Moi, je trouve ça vraiment inspirant, puis je trouve que ça fait vraiment une différence dans la manière qu'on va conceptualiser justement, que ça soit l'histoire de notre musique ou juste l'histoire moderne, quand on va mettre en récit justement le moment précis qu'on vit en ce moment, parce qu'il y a une époque musicale qui se passe en ce moment, puis qu'on la vit en ce moment, puis qu'on est conscient que dans le passé on a fait ces erreurs-là, qu'on on a fait une mise en récit, ben là peut-être qu'on va justement, en tout cas moi pour ma part c'est comme ça que je le pense, je sais pas si tu voulais rebondir là-dessus. Pour aller un peu dans le même sens que toi, tu sais, ce que j'ai vraiment... en tout cas, petite mise en contexte, on a suivi un cours de musique et société, qui est un cours de littérature musicale avec toi, dans lequel t'as mis en contexte le rôle des femmes dans l'histoire du jazz de Montréal, au-delà de juste les musiciens. Tu sais, si j'avais un commentaire, une appréciation à exprimer par rapport à ça, c'est le fait que tu as été chercher la contribution de plus que juste les musiciens aussi, tu sais, d'aller chercher vraiment tous les gens qui ont contribué à la scène. Puis cette perspective-là aussi, je trouve que ça vient rejoindre un peu ce que tu as dit par rapport à comment on peut présenter nos études pour que ça soit utile pour les futures générations. Dans le sens où est-ce que suite à ce cours-là, ça a mis la lumière sur le rôle de tous les gens qui entourent la scène aussi, puis de les prendre, puis de les considérer à leur juste valeur. Au-delà de juste les musiciens, tu sais, je pense que la scène musicale au Québec, c'est vraiment la contribution de beaucoup plus de gens que simplement les musiciens. Puis j'ai vraiment aimé l'angle que tu as pris pour ça. Là. Ben, vous êtes tombé fin. Je suis à la fois impressionnée de vous entendre parler de musique comme ça, parce que ça résonne beaucoup en moi, cette idée-là de vouloir reconstituer les contextes, de vouloir donner voix aussi aux personnes qu'on a peut-être moins bien mises en récit, les danseuses en histoire du jazz, par exemple, mais aussi génération après génération, on découvre qu'il y a des femmes en histoire de la musique, puis on se dit « Ah, c'est la première fois qu'il y a autant de femmes qui font de la musique. » Mais moi, aussi loin que j'ai creusé, là, il y avait beaucoup de femmes. Là. Ouais. J'ai creusé jusqu'au Moyen-Âge en découvrant des femmes qui faisaient de la musique dans les couvents. Donc, cette idée-là, selon laquelle
chaque des générations se demande comment, je ne veux pas concilier travail-famille. Il se dit, ah, ben, il y a vraiment plus de femmes que jamais, on évolue. Mais c'est pas exactement vrai. Il y a toujours eu des femmes, mais on n'a pas su raconter leur vie en musique. On n'a pas su raconter leur histoire. Fait que, merci de me partager ça. Ça me touche parce que ça fait vraiment partie de mes objectifs en tant qu'humain, en tant que prof aussi, mais en tant qu'humain, d'essayer de rendre visible à quel point il y a eu beaucoup de sortes de gens, beaucoup de types de personnes qui ont fait de la musique, qui ont aimé la musique, qui ont nourri les imaginaires musicaux aussi. Puis tant mieux si vous avez appris à travers tout ça. Puis oui, il faut absolument que l'enseignement universitaire reste pertinent par rapport à ce que vous avez déjà appris au cégep, au département de musique. On sait très bien qu'on accueille des étudiants et étudiantes qui ont fait un DEC en musique la majorité du temps. Donc, vous avez suivi des cours de littérature musicale, vous avez suivi des cours d'histoire du jazz. C'est extrêmement pertinent que ce qu'on enseigne soit complémentaire à ce que vous avez appris et non simplement de la redite, là. Donc, tant mieux si ça a été le cas pour vous. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça, justement. Tu sais, on avait déjà entendu le récit, justement l'histoire du jazz, on l'avait déjà vu au cégep. Tu connaissais Miles Davis? Ouais, je connaissais. Cool. Oui. J'ai déjà entendu j'ai Kind même- of Blue, toi. Ouais, T'avais déjà Ouais. écouté ça? Ouais, Oh, wow! ouais, non, vraiment. Ouais, je me sens chanceux. Mais justement, on avait déjà justement vu c'était quoi, justement, l'histoire du jazz, mais de la voir d'une perspective différente ou de la voir d'une manière qui, c'est presque nous la présenter en nous faisant réfléchir. Plus que nous la présenter pour nous dire, c'est ça qui s'est passé. À l'examen de fin de session, je vais vous demander ce qui s'est passé. Là, je trouvais que l'angle que tu prenais dans les cours, c'était, il s'est passé ça, posons-nous des questions sur qu'est-ce qui s'est posé, les actions qui se sont posées, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça qu'on s'en souvient, Ouais. puis pourquoi eux, on s'en souvient pas. Mm. Ou qu'ils n'ont pas été, ou la place qu'il y avait était pas à leur juste valeur aux yeux qu'on peut les voir aujourd'hui, parce que leur contribution était énorme à l'époque aussi. Mais pourquoi on n'entend pas parler d'eux? Moi, c'est venu me chercher, parce que on dirait que quand on est à l'université, justement, on cherche. On est dans un moment de notre vie où on cherche, où on essaye de prouver des choses. On s'essaye de se prouver des choses à nous-mêmes. Puis là, de se faire remettre en question sur nos propres apprentissages qu'on avait déjà appris, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quand même... Moi, je trouvais ça vraiment très cool. Mais c'est peut-être une réaction aux autres... Ben, de mon point de vue à moi, Ouais. mettons, c'est peut-être une réaction à d'autres choses que vous avez lues ou appris que d'essayer de déclencher cette espèce d'étincelle-là critique par rapport au récit pre-packaged, en bon français, qu'on reçoit des fois. On se fait raconter des histoires, puis on ne remet pas en question qu'est-ce qui a mené à cette histoire-là. On ne remet pas en question qui nous raconte l'histoire, où est-ce que c'est publié, c'est quoi les sources pour cette histoire-là, comment ces sources-là peuvent-elles être accessibles. On se pose des questions sans se demander est-ce que c'est possible de répondre à cette question-là. Il y a certaines questions, on pourrait bien se demander, telle madame en 1286, comment elle se sentait quand elle chantait sa comptine. C'est fort probable qu'on ne le saura jamais parce qu'elle ne savait pas écrire. Et donc, il y a certaines questions auxquelles on ne peut pas répondre, puis je pense que c'est important d'être humble par rapport à ce qui est possible de faire. Au-delà de ça, puis vous parlez beaucoup d'historiographie, puis en effet, mon cours d'histoire du jazz, puis c'est la raison pour laquelle vous aviez un projet de recherche à faire à la fin de la session. On s'intéresse à l'histoire du jazz à Montréal. Quand on lit la majorité des ouvrages centraux en histoire du jazz, là, on parle évidemment de New York, Harlem, Berlin, Paris, mais on fait comme si Montréal n'avait pas existé, alors que c'était un centre culturel hyper important, certainement dans la première moitié du 20e siècle. Donc, vous avez fait un travail de recherche en histoire du jazz, puis beaucoup des enjeux dans ce cours-là parlent d'historiographie. Mais dans le cours que je donne cette session-ci, Musique, idées, société, à la base de ce cours-là, s'il y a une affaire qui est importante pour moi, c'est de rappeler aux étudiants et étudiantes que la musique, c'est important, puis ça a toujours été important. Puis tout mon cours est construit autour un petit peu de cette idée-là. D'aussi loin qu'on peut reculer, la musique a toujours fait partie des rituels humains importants. Depuis toujours. Le contexte actuel, social, politique, fait en sorte qu'on a tendance à oublier à quoi ils servent les artistes, à quoi ça sert l'art. On a un rapport différent justement à la production culturelle qui fait en sorte que je pense que en tout cas pour plusieurs des étudiants et étudiantes avec lesquels je travaille, ils se demandent s'il n'y aurait pas plus d'impact social en étant politicien, politicienne, en faisant un autre métier.
Mais dans mes recherches, je le démontre bien, ou en tout cas, j'essaie de bien démontrer à quel point, notamment les enseignantes de la musique font une différence phénoménale dans la vie des gens. J'ai écrit un article sur Daisy Peterson Sweeney, qui est la sœur de Oscar Peterson, dont vous vous rappelez peut-être. Puis sa fille parlait d'elle comme d'une travailleuse sociale de la musique. Elle aidait les gens à s'organiser, à ses élèves de piano, surtout les enfants, à développer justement une pratique créative. Puis souvent, ça leur donnait une opportunité de trouver un emploi à ces gens-là et donc d'accéder à des lieux, des espaces, des pratiques auxquelles ces personnes n'auraient pas eu accès autrement. Les enseignants de la musique jouent un rôle vraiment important dans notre société. Puis plus largement, sur le plan de la justice sociale, toutes les grandes mobilisations, les grands mouvements sociaux, bien, la musique a toujours été là pour préfigurer justement ces regroupements-là avant que les groupes se conçoivent en force politique à part entière. Donc, de se rappeler de l'importance que la musique a eue justement dans les luttes pour la justice sociale, dans les différents mouvements, dans la vie humaine, cette valeur-là d'existence, de se rappeler, hey, c'est bon d'être en vie. Bien, la musique arrive à nous rappeler ça. Fait qu'au-delà de l'historiographie puis des choses qu'on aimerait mieux savoir par rapport au passé, bien, de se rappeler à quel point la musique est importante à la vie humaine. Pour moi, ça compte, puis ça fait partie des choses que je cherche à raviver, en tout cas, dans le cadre de mes cours de musicologie. Penses-tu que le fait que la musique soit disponible vraiment facilement, on peut penser à Spotify, YouTube, ces choses-là, ça amène dans l'esprit des gens une façon de voir la musique qui est un peu dévalorisée par rapport à l'expérience que ça peut apporter. C'est tellement facile d'ouvrir le téléphone, d'avoir tous les albums, toutes les chansons. Penses-tu que ça l'amène justement à une certaine dévalorisation, en tout cas, une façon de voir la musique qui est comme un peu dévalorisée par rapport aux vrais impacts que ça peut avoir dans une vie? C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est l'accès facile à la musique, parce que quand je pense, par exemple, à des gens qui savaient jouer du piano, avaient accès à un piano dans une maison, pouvaient jouer à tout moment de la journée. Mais il y avait encore cette espèce de composante-là créative au jeu. Alors que lorsqu'on écoute de la musique en ligne, c'est plutôt dans un rapport, en tout cas, différent sur le plan de la création. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup plus tendance à blâmer ou en tout cas à remettre en question certains des discours qu'on a entendus beaucoup pendant la pandémie, notamment là, sur le fait que les artistes devaient se réinventer continuellement. Je trouve que la pression a été très forte justement sur le milieu culturel, le milieu artistique à se réinventer, alors que les conditions mêmes du travail de l'artiste, du musicien, de la musicienne, était impossible. On a pu voir des tentatives justement de créer de la musique en ligne, mais les publics n'étaient pas au rendez-vous. Puis à la base de cette idée-là de faire de la musique, de faire un show, il y a l'idée de regrouper des humains, il y a cette idée-là d'expérience, de groupe. Je veux dire, si je pense à... Il y a un de mes cours, dans une des séances dans le cours de Musique Idée Société 1 qui parle du frisson en musique, puis d'avoir cette expérience-là, de ressentir un frisson. Bien, parmi les journaux de bord que j'ai reçus, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit à quel point, pour eux, c'était impossible de ressentir ça dans un concert en ligne, alors que le même concert dans une salle de spectacle génère une réaction affective complètement différente. Mais le musicien, la musicienne travaille avec ça, travaille avec les émotions, travaille avec ce qu'il y a d'unique puis d'humain avec les contextes de spectacle en présentiel. Je réponds pas tout à fait à ta question, mais je fais du surf un peu là-dessus. Mais ça s'en va un peu dans le même sens, c'est bon, là. Il y a pas de problème avec ça. Les frissons musicaux, ça me Bon, ça m'a vraiment impressionné comme cours. T'allais dire flabbergasté? Ouais, j'allais dire flabbergasté. Juste pour être sûr. Mais c'est ça, parce que tout le monde a déjà vécu ça, un frisson musical. Puis je m'étais jamais penché sur la question. Puis là, d'avoir un cours complet là-dessus, puis de se dire vraiment, genre... Puis après, s'interroger quand ça arrive, pourquoi ça arrive et tout, ça m'avait vraiment intéressé. Puis justement... moi, il y a certaines chansons très spécifiques qui me font ça à coup sûr. Mais justement, tu sais, je pense que c'est quelque chose d'assez personnel, puis c'est peut-être pour ça qu'on... En tout cas, moi, j'ai jamais vraiment partagé ça avec personne d'autre, là, parler de mon frisson musical. Là. Fait que c'est peut-être dans ce sens-là qu'on n'a pas... je trouve que c'est tellement personnel, c'est tellement proche que je me verrais mal dans une soirée
avec 2-3 bières, dire à mes chums, genre, hey, ça... Ah, le frisson le là-dedans. frisson là-dessus, là, rendu là, au bridge, là. Ah! Ouais. Mais pourtant, c'est important. Puis Oui. je trouve ça intéressant ce que tu dis, David, parce que moi non plus, c'est pas une conversation qui me vient naturellement avec mes enfants. Ressentez-vous un frisson quand vous écoutez la chanson de Passepartout? Bon, c'est pas nécessairement... c'est pas nécessairement l'essentiel. Par contre, ce que je trouvais intéressant dans cette séance-là, c'est de voir la valeur que ça a. Non seulement de voir à quel point la musique peut avoir du pouvoir sur nos corps, mais aussi de réaliser que lorsqu'on s'attarde à, c'est à quel moment, justement, dans la chanson que j'ai ressenti un frisson, on peut aller chercher d'autres savoirs par rapport à ce qui se passe dans cette chanson-là spécifiquement. Est-ce que par exemple, quand on analyse la forme dans une chanson pop, on va se questionner, c'est quoi le refrain, c'est quoi la série d'accords, mais c'est souvent, ça va bien au-delà de la progression d'accords qui va générer un frisson. C'est une combinaison d'éléments qui sont à la fois identifiables, analysables dans la musique elle-même, mais il y a aussi tout le contexte autour de l'événement, autour de la pièce qui contribue au frisson. Je trouve que ça nous permet un regard analytique sur la musique qui va au-delà de ce qui est écrit un petit peu sur la feuille de papier. Là. Oui, effectivement. En tout cas, quand je pense à mes cours d'analyse, c'est tout le temps très théorique. Puis je comprends que dans un contexte académique aussi, c'est difficile d'avoir... d'être très tranché par rapport à des analyses plus émotionnelles, mais comme tu dis, je pense que si on ne prend pas en compte la dimension émotionnelle lors de l'analyse d'une chanson, on passe à côté de plus qu'à la moitié de l'importance de la pièce. Justement, une grille harmonique, un AA-BA, c'est une façon d'analyser la pièce, mais la personne qui l'a composé ne l'a pas composé pour être une pièce à l'étude théorique dans un cours d'analyse. Les deux, tu sais. Je pense que c'est différentes sortes de choses qu'on peut apprendre en déployant différents cadres analytiques. Moi, ce que j'aime dans cette approche-là d'analyse de la musique à travers, c'est quelle chanson qui vous donne un frisson, puis c'est où, puis pourquoi, c'est qu'encore une fois, puis là, je reviens un peu à qui je suis comme musicologue, c'est que ça permet de connecter l'objet musical à l'humain qui s'anime en réponse à ça. Donc, moi, ça m'intéresse. Par contre, on peut s'intéresser à bien d'autres choses de l'objet musique. Là. Ouais, là, juste... c'est ça, j'ai manqué un petit bout. Écoutez, on est dans une université, hein, donc on se fait déranger. Des fois, ça l'arrive. Là, c'était un bon dérangement. C'est juste on avait comme pas réservé jusqu'à passer, puis il y a quelqu'un qui l'a fait. Ah, OK. Bon, mais on a du temps. J'ai négocié. Je suis un fin négociateur, donc on a encore du temps. Mais moi, j'étais encore sur le frisson. Je sais pas si on est rendu quelque part d'autre. Ouais, on n'est pas parti bien loin du frisson. Ouais. On parlait de l'analyse des pièces, l'importance d'une analyse plus théorique, puis l'importance d'une analyse émotive aussi. Ouais. Puis c'est ça le lien avec le frisson. Là. Moi, je vais essayer d'aller quelque part d'autre. Moi, j'ai une question. À quel moment, mettons dans ton parcours, tu t'es dit, ou est-ce que tu t'es déjà dit que tu allais devenir professeur à l'université? Est-ce que à un certain moment, tu te dis, je veux faire ça, ou c'est comme venu, puis t'as fait comme, ouais, ça me tente de faire ça? Non, ça fait longtemps que je vais être professeur de musicologie à l'université. C'est au cégep vraiment que, au cégep, que ça s'est passé. Ouais, c'est les premiers cours de littérature musicale que j'avais eu qui m'avaient, un peu comme toi, flabbergasté. Ouais. Pour utiliser ton mot. Vu que tu l'as utilisé, je peux l'utiliser. C'est bon. J'essayais de ne pas utiliser des anglicismes, mais non, écoutez. T'as raison. Qui m'a impressionnée. Oui. Puis c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire ça, mais j'étais pas au courant de c'était quoi le parcours pour se rendre là. Je pensais qu'avec une bonne dose de rigueur, d'acharnement, que j'allais y arriver, des bonnes notes au cégep, que j'allais y arriver, mais c'est plus compliqué que ça. C'est un parcours où, encore une fois, puis je l'ai dit tantôt, il y a tellement de bons candidats, bonnes candidates pour devenir professeur à l'université que c'est beaucoup le contexte très particulier de ce dont les départements ont besoin à un moment spécifique de leur développement qui va faire en sorte qu'une personne va avoir un poste puis qu'une autre personne l'aura pas. Donc, je suis infiniment reconnaissante de pouvoir faire ce métier-là aujourd'hui. Je réalise à quel point j'ai de la chance de pouvoir le faire puis que ça aurait pu me mener ailleurs, ce parcours-là. Mais oui, ça fait très longtemps que c'est ça mon objectif puis que j'en déroge pas. Puis, justement, maintenant que tu le fais, est-ce que
t'es rempli par ça? Est-ce que ça... Quelle bonne question. Oui. Oui. Ben à 100%, Steven, pour vrai. C'est depuis que je suis à l'UQAM, j'ai l'impression qu'il n'y a que des portes ouvertes. C'est un milieu fabuleux pour plein de raisons, mais c'est la première fois dans ma vie où je suis à un endroit où est-ce que j'ai des idées, je sais ce que je veux faire, je sais comment y arriver. Puis quand j'arrive au point où je sais plus quoi faire pour faire le dernier petit bout pour que mon idée se transforme en projet ou se transforme en quelque chose, il y a toujours la bonne personne ici pour m'aider à faire ce dernier mille-là. C'est vraiment une expérience que j'ai depuis le début de l'année qui se reproduit là, régulièrement. J'ai des idées, j'ai des projets, j'ai envie de... Puis là, se retrouvent autour de moi des étudiantes comme Raphaël, par exemple, ou Pascal, qui sont intéressés par les mêmes thématiques que moi, puis qui ont envie de participer à ces projets-là, puis grâce à leur aide notamment, mais aussi à d'autres personnes comme Rémi à la bibliothèque ou comme Francesco ici dans les studios. C'est des gens qui me permettent de ne pas avoir à apprendre ce que j'ai pas appris dans mon parcours, mais qui, de par leur expertise, de par leur temps, de par leur rigueur, de par leur énergie, vont faire en sorte que ces projets-là réussissent à voir le jour. Donc, ça me... J'ai bien fait de ne pas déroger de mon objectif, puis c'est même au-delà de mes attentes. J'adore mon métier, vraiment, à 100 000 à l'heure. Puis ça paraît, quand t'enseignes, ça paraît, on voit la passion instantanément. En tout cas, moi, pour ma... Je pense que tout le monde le ressent, en fait, là. C'est vraiment... C'est ça. En tout cas, tout le monde a eu une moins bonne expérience avec un professeur, fait qu'on est capable de faire la différence. On est capable de faire la différence entre quelqu'un, justement, qui est passionné puis que ça lui tente d'être là, versus quelqu'un qui, peut-être, c'était pas son choix numéro 1. Puis là, en tout cas, moi, je le ressens que ça... Pas au-dessus que ça te tente d'être là, ça te remplit d'être là. J'ai posé la question en sachant un peu qu'est-ce que tu allais me répondre, mais je la posais plus dans l'angle où est-ce que dans un milieu universitaire, c'est ton point d'arrivée? Est-ce que professeur... Ah, certain. Tu vas pas... de la direction et tout, c'est pas quelque chose qui t'intéresserait? Peut-être que oui, dans le sens où l'UQAM, c'est une université comme ça, où est-ce que c'est les professeurs qui prennent la direction départementale. En ce moment, Danick fait une job fabuleuse, phénoménale. Tout le monde l'aime, tout le monde est content. Je pose pas la question pour te tasser, Danick, je sais que tu vas nous écouter. Ah non, mais plus Danick reste, mieux c'est. Ça, il est extraordinaire. Génial, mais débordé aussi. Oui. Mais ça va arriver éventuellement, mais ça sera pas pour tout de suite parce que on parle d'enseignement beaucoup depuis tantôt, puis c'est d'abord à travers ce rapport-là que je vous ai connu dans les cours que vous avez pris avec moi, mais c'est que le tiers de la tâche d'un professeur, l'enseignement. Il y a un autre tiers au complet qui est occupé par tout ce qui est service institutionnel puis service à la communauté. Donc, à la fois différents comités qu'on occupe, les admissions à l'université, modification de programme, tout ça. Mais quand je parle de service à la collectivité, puis c'est vraiment ce qui rend l'UQAM aussi bien ancré dans la cité, c'est le fait qu'on est encouragé par opposition à d'autres universités à développer des projets en partenariat avec que ce soit le milieu politique, les milieux communautaires, l'industrie, donc dans nos disciplines respectives. Fait qu'il y a un 30% de temps qui devrait être occupé à mobiliser nos expertises en recherche pour accompagner différents milieux qui sont à l'extérieur de l'université à mener à terme des projets qu'ils veulent mener, mais qui pourraient bénéficier de l'expertise universitaire. Puis, il y a tout un autre 30%, un autre tiers, en tout cas, de la tâche professorale qui est liée à des projets de recherche, quels qu'ils soient. Puis, c'est dans cet équilibre-là que je suis vraiment bien à de me promener dans une semaine entre... planifier des cours, ce que j'adore, le contact avec les étudiants et étudiantes que j'adore, revenir à mes projets de recherche, réaliser qu'il y a certains étudiants et étudiantes dans mes cours qui ont envie de participer à mes projets de recherche, puis finalement que, comme c'est le cas en ce moment, certains de mes projets de recherche deviennent un peu du service à la communauté de par l'intérêt que je porte à la recherche-action, puis à garder la musicologie que je fais pertinente socialement, bien, je finis souvent par avoir des projets qui sont pertinents pour l'industrie musicale, puis particulièrement pour les gens qui sont intéressés à avancer là, sur le plan des enjeux d'équité, d'inclusion puis de diversité. Fait que c'est dans cet équilibre-là que je suis vraiment bien entre les trois. Ben justement, parlant de projets de recherche, est-ce que tu voudrais nous parler de un des projets que tu as en ce moment? Juste un? Ouais, tu peux nous en parler de tous les projets. Mais je vais vous en parler de deux, parce que j'ai comme deux grands projets de recherche qui m'occupent vraiment également de ce temps-ci. Puis c'est des projets avec différents
différents profils, je dirais. Mon gros projet que je mène en cours, c'est un réseau, en fait, qui s'appelle DIG, Différence et inégalité de genre dans la musique au Québec. C'est un réseau que j'ai pensé comme étant intersectoriel, c'est-à-dire qui fait le pont entre le milieu universitaire puis l'industrie de la musique, les milieux de pratique, pour un peu développer des projets en partenariat pour n'importe qui dans l'industrie de la musique qui serait intéressé à réfléchir à des projets ou à des questions qui mènent à davantage d'équité, à un milieu de travail plus sain. C'est comme ça que j'en parle pour les publics de la musique au Québec, mais aussi pour les travailleurs, travailleuses. Et donc, il y a différents projets qui ont découlé de ça. Une formation sur la communication inclusive que je développe avec la Guilde des musiciens et musiciennes au Québec. Puis là, un super beau projet qui va avoir lieu au mois de septembre prochain à l'UQAM, que je développe avec la DISC, qui souhaitait lancer une grosse initiative en concertation dans tout le secteur culturel, donc pas juste la musique, mais aussi le milieu de l'humour, le milieu de la danse, du théâtre, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter, dans le fond, le harcèlement puis les violences à caractère sexuel dans le secteur culturel. C'est issu de questionnements, évidemment, qui ont pris beaucoup d'effervescence depuis le mouvement MeToo puis toutes les vagues. Puis d'une étude récente qui a été réalisée par ma collègue à l'ESG, Joëlle Bissonnette, financée par Musique Action, qui montrait qu'il y a seulement 44% des répondantes de cette étude-là qui se disent avoir jamais subi de harcèlement puis de violence à caractère sexuel. Donc, il y a seulement 44% des femmes qui ont répondu à l'étude, puis c'est près de 600 femmes qui disent jamais avoir subi de violence à caractère sexuel dans leur milieu de travail. Moi, je trouve cette donnée-là absolument terrifiante. Ça veut dire qu'il y a plus que la moitié des femmes qui en ont déjà subi dans leur milieu de travail. Puis encore là, le 44%, c'est des femmes qui ne disent pas avoir vécu, mais il y a beaucoup des enjeux liés au harcèlement puis aux violences à caractère sexuel que même pour les personnes qui en sont victimes, parfois ça prend un certain temps ou un certain processus pour réaliser que les dynamiques au sein desquelles elles sont imbriquées sont des dynamiques de violence, sont des dynamiques de harcèlement. Donc, en lien avec cette étude-là, on a obtenu une super belle subvention du ministère de la Culture et des Communications pour mener tout le volet recherche, faire une grosse revue de littérature sur où ailleurs il y a eu des études, où il y a des données probantes sur le harcèlement dans le secteur culturel, mais surtout, ce qui m'intéresse encore plus que les données, parce que je le sais que c'est un milieu qui est inéquitable, je le sais que c'est un milieu qui devrait gagner à s'améliorer sur le plan du harcèlement puis des violences. Mais au-delà de ces données-là, ce qui m'intéresse, c'est quoi les initiatives qui ont été mises de l'avant ailleurs, en France, en Angleterre, en Australie, en Allemagne, par exemple, là où ils ont pu mener certains laboratoires, puis lesquels parmi ces initiatives-là ont fonctionné pour réduire, puis lesquelles seraient applicables au Québec. Donc, tout ce projet-là, l'idée est de faire une méga revue de littérature pour voir qu'est-ce qui a fonctionné ailleurs, qu'est-ce qui pourrait fonctionner ici, qu'est-ce qu'on a ici qui fonctionne bien, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans les interstices de ce qu'on a puis qui fonctionne bien pour agir sur ce qui fonctionne pas bien. C'était une longue phrase, hein? Ouais. Je sais. Là, je me reconnais. Tout ça pour dire que le 26 septembre prochain, on fait un immense sommet sur le harcèlement puis les violences à caractère sexuel dans le secteur culturel à l'Agora du Cœur des Sciences, à l'UQAM, où est-ce qu'il va y avoir des gens de toutes les grandes associations du secteur culturel qui vont venir, à qui on va partager ces initiatives-là, ces recommandations-là, puis on va tester avec eux, dans le fond, trouvez-vous que c'est pertinent pour le Québec? Qui serait prêt à prendre en charge quoi? Il y a certaines associations d'artistes, des syndicats d'artistes qui peuvent prendre en charge certaines affaires, mais qui ne peuvent pas en prendre d'autres. Il y a certains regroupements comme l'Aparté, par exemple, qui peut prendre tout le volet judiciaire, mais tout ce qui est excuses, par exemple, ne peut pas nécessairement prendre ça en charge. Donc, je suis quelqu'un de rassembleur. J'aime rassembler les gens parce que je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Puis ce projet-là, qui s'inscrit dans le réseau DIG, est un projet de recherche dans la mesure où je mobilise toute l'expertise qu'on a en recherche à l'université, des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs ici qui vont contribuer à ce projet-là. Mais aussi, on va bénéficier des expertises des gens de terrain qui disent « ça, c'est pas possible au Québec. Ça, c'est possible au Québec. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Puis savez-vous quoi? Je pourrais le faire chez nous dans mon organisation. » Fait que ça, c'est un des projets de recherche-action que je mène en ce moment. Puis dans tout le projet de recherche DIG, il y a aussi un volet très recherche traditionnelle. J'ai publié il y a quelques semaines mon premier livre qui s'appelle « La fameuse musique québécoise », mais avec des points médians, femmes, Oui. En tout cas, j'étais bien fière de mon titre, mais je ne sais pas si ça va bien vieillir, on verra, mais qui est une sorte de revue de la littérature, de
les pratiques musicales non dominantes, dans le fond, qu'on peut associer au Québec. Donc, contre n'importe qui dirait « Ah non, les personnes trans en musique au Québec, il n'y a pas grand-chose qui a été écrit là-dessus », ben c'est pas vrai. Je suis capable de leur dire maintenant qu'à partir des années 80, on a une littérature qui se développe sur les vies musicales de personnes trans au Québec. Donc, tout un volet aussi de partage de ressources parce que une des choses que je réalise dans mon milieu, dans le milieu universitaire, c'est de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui ont envie de changer leur plan de cours, par exemple, ou qui ont envie d'adapter leur projet de recherche pour refléter la littérature qui a été faite sur les personnes minorisées en histoire de la musique, mais qui ne savent pas elle est où, la littérature. Puis ils ont raison parce que la littérature, elle est éparpillée un petit peu partout. Il y a des gens en théâtre qui ont fait des études sur la musique, en sémiologie, en des études féministes, vraiment dans plein de disciplines. Puis ce projet-là avait pour objectif, ce livre-là, en fait, avait pour objectif de réunir la littérature dans un seul endroit pour faire en sorte qu'un étudiant, une étudiante veut faire un projet là-dessus. Tu veux faire un projet sur le hip-hop, bien, tu peux accéder facilement à c'est quoi l'histoire du hip-hop au Québec, c'est quoi les recherches qui ont été faites sur le hip-hop au Québec. Déjà, tu as 15-17 livres que tu peux ajouter à ta bibliographie. Tu peux identifier clairement ce qui a été fait et aussi ce qui n'a pas été fait. Et donc, l'objectif, puis j'espère vraiment que ça va se réaliser, c'est que ça va comme... stimuler la recherche sur la musique ici. Parce qu'il y a plein de belles musiques qui est faite ailleurs, mais il y a vraiment plein de belles musiques qui est faite ici. Fait que c'est mon premier gros projet de recherche. Puis si vous me laissez, je vais vous présenter le deuxième Ben oui, aussi. tout à fait, oui, mais... Parce que je peux pas parler de l'un sans l'autre. Mais vas-y, t'avais-tu une question? Juste celui-là. Voyons. Puis là, elle va nous en... un deuxième. Puis il y en a eu d'autres. Ouais. Bon. Mais c'est pour ça qu'au début, au début du podcast, je disais tu peux mettre l'accent sur le etc. Le etc. est comme vraiment... Ben, de un, bravo. Oui, on a besoin de ça. Puis je connais des gens justement qui travaillent avec toi dans ce projet-là, des étudiantes qui, justement, que tu as intégré au projet. Je trouve ça vraiment cool. J'ai même pas de mots. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pertinent, d'actualité, d'une brillance, de... Mais tu me fais une question. Non, mais c'est vraiment... Tant mieux. Ben, ça me passionne pensé aussi. à ça, puis que t'as réussi à mettre tout... Justement, j'imagine que quand tu fais de la recherche, c'est d'être genre un peu la pieuvre au milieu qui va aller chercher toutes les connexions, puis qui met ça tout ensemble, puis qui fait en sorte que le projet peut vivre de ça. Puis justement, que tu sois le point d'ancrage à tous les autres organismes qui vont pouvoir justement utiliser ou genre prendre connaissance de qu'est-ce que tu as fait, puis qui vont pouvoir le mettre en action pour que notre vie culturelle au Québec vit sainement et évolue sainement et que tout le monde puisse avoir sa place justement, puis que ça soit équitable, puis qu'il y ait plus, c'est notre rêve, là, mais qu'il n'y en ait plus de problème, qu'on n'ait plus... Dans le moment, c'est difficile de conscientiser ça ou de penser à ça, mais qu'on n'ait plus à avoir cette discussion-là de genre, il y a des personnes qui se font harceler au travail ou qui n'ont pas les mêmes chances dans le milieu de la culture, que justement, leur art n'est pas vu à juste titre que d'autres personnes qui sont privilégiées dans notre société. Juste ça. Parmi tout ce que tu nous as expliqué, puis le projet, moi, je trouve ça vraiment... je suis peut-être trop enthousiaste en ce moment. Non, ben, je pourrais rester réaliste. C'est pour que les choses changent. Je pense que les gens, dans plusieurs milieux, dans plusieurs secteurs, doivent changer. Moi, une chose que je vois, par exemple, c'est il y a vraiment quelque chose de particulier avec votre cohorte étudiante. Vous êtes la première cohorte à qui j'ai pas besoin de justifier l'importance d'enseigner les musiques des femmes, les musiques des personnes racisées, par exemple. Ça m'arrivait, quand j'ai commencé à enseigner comme chargée de cours, ça m'arrivait un petit peu plus de me faire poser des questions. Ah, mais pourquoi on n'étudie pas plus Beethoven? Puis c'est correct qu'il y a plein d'affaires cool à dire sur Beethoven, mais... Fait que je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important à dire sur le fait que là, ce que j'essaie de faire, c'est de réunir les différents acteurs, différentes actrices centraux dans l'industrie de la musique. Mais il y a quelque chose qui va se passer aussi lorsque votre génération de musiciens-musiciennes va jouer, va puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avez commencé vos carrières professionnelles aussi, mais lorsque ça va être vous, la génération qui gig, qui fait de la tournée, moi, je serais assez surpris qu'il y ait autant de jokes de perches de micro longues puis de perches de micro courtes. C'est pas le genre de contexte que je sens chez vous, alors que quand j'ai commencé ma carrière comme violoniste, c'était tellement récurrent que c'était non remarquable. Fait que je pense qu'il y a aussi
cette idée-là de vouloir changer les choses par le haut, de vouloir changer les choses par le bas, de vouloir tisser des liens entre le haut et le bas, puis garder les gens aussi mobilisés autour de cet enjeu-là, parce que c'est pas parce qu'il y a une vague MeToo puis que la vague MeToo s'estompe que ces enjeux-là disparaissent. Ces enjeux-là restent très présents, et donc il faut maintenir la pression, je pense, pour que la culture change. 100%. Très d'accord. Non, mais justement, tu sais, je pense que maintenir la pression, c'est le bon terme, parce que si on arrête d'en parler, on va revenir en arrière avec une situation où c'est des choses cachées dont on parle pas, qu'on essaie de glisser en dessous du tapis. Fait que maintenir la pression, je pense que c'est le bon terme, là, effectivement. Faut garder la lumière là-dessus, puis continuer d'en parler. Puis, je trouve que c'est une très belle initiative dans ton projet, dans le sens où ça donne beaucoup plus d'accessibilité à toutes ces histoires-là. Ben, en tout cas, là, je m'en vais un peu sur un autre sujet, mais ça donne beaucoup d'accessibilité par rapport à toutes ces informations-là qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à aller chercher, tout l'historique de la musique au Québec, puis ces choses-là. Puis... j'étais un peu éparpillé dans ma pensée, désolé. Ouais. Mais sinon, j'apprécie aussi le fait que tu travailles vraiment sur le terrain. Je pense qu'on a souvent l'image d'un professeur d'université dans sa tour d'ivoire qui continue à faire ses recherches tout seul dans son coin. Fait que de voir que tu as vraiment des initiatives pour des actions sur le terrain avec la communauté, c'est vraiment beau à voir, là. Bien, ça va rester comme ça, parce que comme j'étais à cheval sur la musicologie traditionnelle puis les études féministes, ce projet-là s'inscrit beaucoup plus dans la perspective, évidemment musicologique, mais très socio-musicologique, puis cette idée-là de vouloir contribuer à ce que j'ai appris à faire sur le plan de la recherche fasse éventuellement une différence à quelque part dans le monde extérieur à l'université. Mais j'ai aussi ce côté-là beaucoup plus musicologue traditionnel que je mobilise moins dans mon projet DIG. Mais j'ai un autre projet sur lequel Pascal Desroches, qui est étudiant au département aussi en enseignement de la musique, travaille beaucoup, qui s'appelle La vie musicale au Québec, tout simplement, qui a aussi des objectifs de rendre plus visibles les contributions en musique de personnes historiquement marginalisées, mais qui est un projet de recherche beaucoup plus traditionnel, au sens où on fait de la recherche d'archives. Là, on vient de passer presque 3 ans à creuser puis là, vous allez voir un peu à quel point je suis nerd, là, mais je suis assez fan de métaux, moi, en recherche. Puis cette idée-là de... Évidemment, j'ai des questions que je me pose, des réponses auxquelles je veux accéder, mais ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est comment je vais faire pour arriver à cette réponse-là. Parce que la manière, par quelle manière on va passer pour aller chercher telle information, ça va avoir une grande influence sur les réponses qu'on va avoir, sur les données qu'on va avoir à partager par la suite. Puis dans mon projet La vie musicale au Québec, on creuse à l'infini des période de 24 heures en histoire de la musique au Québec. Donc, un tout petit 24 heures, mais on va recenser un maximum d'événements que j'appelle à caractère musical. Donc, c'est pas juste des spectacles. Ça peut être quelqu'un qui chante le jour de la victoire du parti politique en lequel il croit le plus. Par exemple, on sait pas ce qu'il a chanté, on sait pas s'il chantait bien, mais on sait qu'il a chanté, puis on sait que le chant était mobilisé dans le cadre d'une célébration politique. Puis ce que je trouve vraiment intéressant avec ce projet-là, c'est qu'on en est rendu là, à des centaines d'événements recensés. Et puis on peut prouver en fait à quel point la vie musicale au Québec était plurielle. On creuse en ce moment dans les années 20. C'est la période sur laquelle on s'est concentré cette année. J'ai creusé avec un autre étudiant plus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, on se concentre vraiment en tant que grande équipe de recherche sur les années 20. Puis les femmes, elles font de la musique partout. Il y a du jazz à Montréal. Il y a des personnes racisées qui font de la musique à Montréal. Puis ça, c'est juste ce qui a été enregistré dans les journaux. On n'a même pas encore creusé les récits de vie, par exemple, de communautés autochtones. On n'a pas creusé des journaux intimes. On n'a pas creusé encore des sources d'archives peut-être un petit peu plus personnelles qui vont nous amener à des pratiques amateurs, par exemple. On a juste creusé là, ce qui était écrit dans les journaux. Puis déjà là, c'est fabuleux de voir le caractère pluriel de la production musicale d'il y a 100 ans déjà. Donc, c'est un projet plus traditionnel qui mène ce qu'on espère là, à des livres en histoire de la musique pour pouvoir enseigner autrement l'histoire de la musique, puis des articles de recherche plus traditionnels. Fait que c'est vraiment dans l'équilibre entre les deux, la chercheuse peut-être un peu plus impliquée dans des projets de recherche-action, puis la chercheuse aussi qui est fascinée par des vieilles archives, des vieux journaux. J'aime bien pouvoir me promener entre ces deux-là. C'est super intéressant, ça aussi. Puis je suis sûr que ça va être... c'est une grosse contribution, là, à notre culture québécoise, puis à justement qu'est-ce qu'on a réussi à créer comme identité, que ça soit culturel ou musical, juste recenser tout ce qui a été fait en période de 24 heures
dans un monde idéal, j'imagine que tu voudrais être capable de recenser tous les 24 heures depuis un certain moment. Mais... Ben, je sais pas. Je dormirais plus, c'est sûr. C'est ça, tu dormirais plus, mais ça doit déjà être super pertinent de juste prendre une date. Puis j'imagine qu'ils ne sont pas choisis au hasard, les dates. Ben oui et non. Ça Oui aussi, et non, ça fait ouais. partie de quelque chose de cool. C'est qu'il y a certaines dates qui ont été choisies parce qu'il y a eu des événements musicaux importants. Ouais. Mais moi, la date que j'ai choisie, c'est le 6 décembre 1921. Ça n'a aucun rapport avec la musique. C'est juste la première date où les hommes ont perdu le privilège exclusif d'aller voter au fédéral, au Québec. Donc, la première fois où est-ce que les femmes, pas les femmes autochtones, qui ont obtenu Ouais. ce droit de vote-là beaucoup plus tard, mais puis les filles n'ont pas encore le droit de vote. Là. C'est Ouais. encore une question épineuse. Qui devrait voter ou ne devrait pas voter? Ouais. Puis en constante... réévaluation, mais le 6 décembre 1921, ça reste la première date où les femmes sont allées voter. Et puis, je me suis dit, ben, à ce moment-là où est-ce que les femmes acquièrent un nouveau droit quant à leur statut citoyen, à quoi ressemblait la vie musicale à cette époque-là? C'est une question pas tant... Je m'attendais pas à ce qu'il y ait plus de femmes qui jouent de la musique ce soir-là. Ça n'a pas vraiment rapport. C'est juste une date qui m'intéressait sur le plan vraiment de l'histoire politique. Puis... Qu'est-ce qu'ils jouaient? Qu'est-ce qu'on célébrait, où on le célébrait, j'imagine. Oui, c'est ça, mais Ouais. il y a surtout plein d'affaires qui ont pas rapport. Qui ont Tu sais, pas des rapport à ça du pianistes tout, qui ouais. font de la musique, qui font du piano derrière des films, Ouais. ça n'a aucun rapport. Des spectacles de jazz qui ont lieu parce que c'était la semaine où est-ce qu'il y avait tel spectacle pendant Ouais, cette c'est ça, semaine-là. ok. C'était Fait que- planifié cette journée-là, puis ça a tombé que cette journée-là, il y avait ça aussi qui se passait. Donc, Oui, c'est ça. la vie continuait aussi. Tu sais, c'est un Exactement. grand moment pour les droits des femmes, mais c'est aussi juste C'est une journée normale. journée comme... Pour bien du monde, c'est une journée... Bon, c'est un dimanche, genre. Non, mais je sais pas quelle journée C'est c'est, un mardi, je pense. c'est un mardi, Ouais. donc Un c'est petit mardi. Écoute, tu sais. Puis, super pertinent, ça aussi. Ça me tente pas de nous couper l'herbe sous le pied en ce moment, mais il nous manque de temps. Bon, on va devoir rapper ça un peu. Ben oui, pas Ça a trop. été super pertinent. Tout ce que tu nous as apporté, les discussions qu'on a eues. Merci d'avoir été notre première invitée. Ben merci de m'avoir Ça fut invité. un grand plaisir pour de vrai. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de peut-être sur une saison 2, peut-être, avant qu'on Ben, en tout cas, quitte. on manquera pas de sujet parce que... On manquera pas de sujet. Je pense que la déjà. conversation aurait pu C'est ça, durer ça fait un presque long. 1 heure, je pense. Puis on a déjà élaboré qu'une petite parcelle, j'imagine, de qu'est-ce que tu as réussi à faire en tant que chercheuse, musicologue, professeur, name it. Tellement de choses. Ben, vous allez trouver autant de belles surprises en faisant le tour du Oui, département, ça, on je a suis pas bien inquiète. hâte. Fait qu'on se reverra dans 7-8 ans, là, Ouais, quand ouais. vous aurez fini de faire le 7-8 ans, tour. C'est ça, exactement. On va faire le tour du départ au complet. C'est notre but, du moins. Ceux qui vont nous dire oui. J'imagine que tu vas bien nous vanter. T'as-tu aimé ça? Certain. Certain. Certain, tu vas nous vanter. C'est parfait. Ben, nous autres, on va se retrouver. On sait pas encore c'est qui le prochain invité. Moi, j'ai une idée, là. Une petite idée, là. Ça va être qui. Mais il faut juste qu'on confirme nos trucs et tout. Fait que, encore une fois, merci. Ben, merci Oui, à vous merci. deux. C'était Vraiment. vraiment chouette. Puis on se retrouve bientôt pour le 2e épisode. S'il y en a un. Ben non, il va en avoir, c'est sûr. À la prochaine. À la prochaine.